Bonjour concitoyennes, bonjour concitoyens. Aujourd'hui nous abordons la dernière trilogie, celle du pouvoir. Et la première vidéo concerne le millefeuille de Strasbourg. Alors on va dire plus généralement tout ce qui concerne les lourdeurs administratives du pouvoir, bien connues, légendaires. Pourquoi toutes ces lourdeurs? Moi je vois trois principales raisons. La première raison, c'est la multiplication des couches. C'est pour ça qu'on parle de millefeuille d'ailleurs au fait. Tiens. Pourquoi le millefeuille de Strasbourg? Parce que je pense que l'Union européenne constitue certainement la dernière et donc la fameuse dernière couche qui fait déborder le millefeuille. Rendez-vous compte quand même, aujourd'hui en France nous avons 37 000 communes, c'est-à-dire à peu près 4 fois plus que l'Allemagne ou que l'Italie. Mais nous avons aussi 16 000 syndicats intercommunaux, métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération. Vous y rajoutez 101 départements et 26 régions. Bien évidemment, chaque couche a ses élus. C'est ça qui fait que c'est difficile, que c'est impossible à réformer. C'est même pas un problème de coût. Je pense que c'est plus un problème d'agilité. Il ne faut donc pas forcément se focaliser sur les couches ou sur les élus, mais sur les doublons. Et ça, c'est la deuxième raison pour moi qui explique ces lourdeurs administratives. En effet, il existe une grande polarité entre ces couches. On a, disons, deux grandes familles de doublons de compétences. Moi, il y a les doublons que j'appelle micro et les doublons que j'appelle macro. Alors, les doublons micro sont des doublons locaux, entre la commune, l'intercommunalité et le département. Alors, un exemple, par exemple, à Lyon, il n'y a pas si longtemps que ça, du temps du Covid-19, il s'agissait effectivement de récupérer des masques. Alors j'ai vu une interview assez surréaliste de David Kimfeld sur la télé locale qui expliquait gentiment que oui, effectivement, la ville avait commandé des masques, la métropole en avait commandé aussi et la région en avait commandé. Évidemment, les trois sans se concerter puisqu'ils se faisaient tous la gueule. Mais il ne s'est pas dégonflé pour autant. Il a dit, vous savez, c'est pas grave, des masques, on en aura toujours besoin. Ben voyons. Mais c'est aussi valable dans les petites communes, tout ce qu'on peut dire là. C'est vrai dans les grandes villes, mais l'intérêt des mairies, de 37 000 maires dans des petites communes, dont le pouvoir a déjà été transféré en grande partie aux communautés d'agglomération. Il y a sûrement des doublons aussi qui sont quand même un petit peu gênants dans tout ce circuit-là. Et puis, il y a aussi, surtout, peut-être même, les doublons macro. Alors, les doublons macro, c'est vraiment l'Europe, l'État, les régions. Et notamment dans le domaine de l'aide aux entreprises, puisqu'il faut savoir que l'État est un peu disqualifié dans les aides aux entreprises, avec les lois européennes, et souvent, ce sont l'Europe et les régions qui sont à la manette. Alors là, on arrive à des trucs totalement ahurissants, où des régions obtiennent un certain nombre d'aides de l'Europe sur des choses qui n'ont rien à voir avec la stratégie nationale, peut-être. C'est la gabegie absolue. Moi, j'ai connu un peu ce genre de choses. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup de boulot à faire sur la gestion des doublons. Il faut donc faire la chasse aux doublons. Mais qui va faire cette chasse? À qui faut-il la confier? Aux Jacobins ou aux Girondins? Oui, je vois bien que vous me regardez avec des yeux hagards. Les Girondins, les Jacobins, alors non, je ne vous parle pas des Girondins de Bordeaux, on est bien d'accord. Alors, un petit retour dans l'histoire quand même, on remonte à la Révolution. Les Jacobins, qui s'appelaient aussi les Montagnards, dont un illustre représentant s'appelle Robespierre, donc lui au moins en principe on le connaît, eux avaient toujours mis la priorité aux couches du haut. C'était en gros la centralisation jacobine, c'est pour ça que maintenant, chaque fois qu'on parle de centralisation, on parle de Jacobins. Et puis les Girondins, alors qui étaient un peu moins connus, personnellement, il paraît que le plus connu d'entre eux s'appelle Brissot. Moi j'avoue personnellement je ne le connaissais pas, mais bon. Et donc eux donnent la priorité aux couches du bas, c'est en fait la régionalisation. Donc chaque fois qu'on parle de décentralisation, on va parler de Girondins. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il choisir entre les Girondins et les Jacobins? Je pense que il suffit tout simplement de retourner au bon vieux sens paysan. Il n'y a pas à choisir en permanence blanc ou noir, c'est à faire au cas par cas. Et donc, là où c'est le plus efficace, on sera Jacobin, et là où c'est le plus efficace, dans d'autres cas, on sera Girondin. C'est quand même pas compliqué, bordel de merde. Alors, la troisième raison pour laquelle cette administration a beaucoup de lourdeur, c'est parce qu'elle fonctionne en silo. Alors, ces fameuses organisations en silo, ça fait une trentaine d'années que quasiment toutes les entreprises du monde ont cessé de les adopter. Elles les ont remplacées par des organisations matricielles, tout simplement parce que ces organisations étaient beaucoup plus agiles. Alors, prenons un exemple. Imaginons que vous soyez de mon âge et puis que vous ayez 3 enfants.
Alors, d'un côté, vous avez Pierre qui, lui, tient une pizzeria. Ensuite, vous avez Paul qui, lui, tient un kebab. Et enfin, votre troisième, c'est une fille, Jackie. Et elle tient une crêperie. Alors, chacun de ces 3 enfants ont 2 employés. Un livreur, un cuistot. Voilà. Et puis est arrivée la crise du Covid-19. Et oui, personne n'a été épargné. Et donc, sur ce beau petit monde, eh bien, il y a eu 3 malades. Alors, le livreur de Pierre, qui est tombé malade. Et puis aussi, le cuistot de Paul. Et puis, pas de bol, Jackie a eu aussi le Covid. Alors, le résultat, c'est que ces 3 entreprises ont tout simplement cessé de travailler. Et oui, parce qu'en fait, chacune d'entre elles n'avait pas les moyens, effectivement, de continuer. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont revenus de leur maladie, et puis il y a eu la reprise. La reprise, il y a eu le déconfinement. Et alors là, tout le monde voulait des pizzas. Et oui, parce que franchement, on avait tous envie de pizza. Du coup, Pierre, il était débordé. Alors, bien sûr, pendant ce temps, les autres sont restés au chômage technique, parce que personne ne voulait plus de leur kebab et de leur crêperie. Alors, Pierre et Paul, ils ont bien essayé de mettre en commun leurs moyens. Oui, mais il y a eu un blocage des syndicats parce qu'en fait, ils n'avaient pas les mêmes avantages sociaux. Ah ben non, parce que dans une pizzeria, dans un kebab, on n'a pas les mêmes avantages sociaux. Donc ça n'a pas pu se faire. Et puis on a bien essayé de remplacer Jackie. Mais là, il y a eu un refus de la hiérarchie, puisqu'on n'était pas dans le même corps d'État, vous comprenez. Les organisations matricielles apportent de la souplesse, elles apportent de la polyvalence, elles apportent aussi de l'évolution de carrière. La France est un ensemble de silos. Alors on a un énorme silo évidemment entre l'État au sens large du terme et les collectivités territoriales, ça c'est une chose, mais même à l'intérieur de chacun de ces silos, et notamment du silo de l'État, c'est quasiment chaque ministère qui est un silo, et il n'existe aucune transversalité entre les fonctionnaires entre eux. Il faut donc absolument créer de la polyvalence transverse. Et ça, c'est vraiment un élément majeur, surtout si on veut préserver, pourquoi pas, la sécurité de l'emploi des fonctionnaires, alors il faut qu'ils acceptent en retour de pouvoir changer de silo, sinon on ne va pas y arriver. Et puis, il y a aussi un autre silo qui est vraiment important à faire sauter, c'est celui entre le public et le privé. Pourquoi doit-on être fonctionnaire à vie? Et pourquoi doit-on être salarié du privé à vie? Il faut absolument créer des allers-retours. Alors moi, je suis pour un système d'aller-retour de 5 ans entre le privé et le public dans les 2 sens. On peut prendre le cas de l'éducation nationale. On ne peut pas être, par exemple, prof toute sa vie. Il y a des profs qui en ont marre à un moment donné et qui en plus, seraient ravis d'aller faire un tour dans le privé, ça leur permettrait d'avoir de nouvelles idées. Quand ils reviennent dans l'éducation nationale, ils ont appris des choses et ils vont continuer. Et puis, n'importe quel salarié du privé, alors je dis n'importe quel, j'exagère un petit peu, mais moi j'en fais partie, j'aurais bien aimé à un moment donné de ma carrière, faire 5 ans dans l'éducation, et puis avoir un retour, entre guillemets, un petit peu protégé, pour revenir dans un boulot dans le privé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément qui me paraît juste fondamental, mais personne, malheureusement, n'a l'air d'y avoir encore pensé pour l'instant. Alors nous avons parlé du millefeuille, nous avons parlé des doublons, nous avons parlé des silos, qui sont les 3 principales raisons, selon moi, de cette lourdeur administrative de notre administration générale. Mais je rajouterais, s'il faut un petit peu encore charger la barque, allez, une 4e raison. Elle concerne le management, et ce que moi j'appelle le management par l'absence jacobine. Allez, je vous fais un tout petit cours de management, je n'y résiste pas. Alors comme vous le savez, en management, c'est comme en marketing, on aime bien un petit peu faire des graphiques et mettre les gens dans des cases. Alors on va prendre une courbe qui est assez bien connue, c'est celle qui consiste à dire je mets en abscisse l'expérience et je vais mettre en ordonnée la motivation. Alors ça marche pour n'importe quel type de collaborateur, que ce soit dans une entreprise privée, bien évidemment, ou dans une administration. Alors, prenons par exemple un collaborateur qui serait hyper expérimenté, hyper motivé. Alors ça, vous allez déjà trouver, je pense, on appelle ça dans le management ce qu'on a la star. Un collaborateur qui a toujours une très grande expérience, mais qui est un petit peu moins motivé, ça existe beaucoup dans les entreprises et évidemment dans les administrations. On appelle ça un technicien, il connaît bien son boulot, mais il ne faut pas le faire chier, n'est-ce pas? Et puis on a les gens qui sont hyper motivés, par contre qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience ou qui démarrent. Alors ça, on appelle ça un petit peu un chien fou. Certains d'entre vous se reconnaîtront sûrement. Et puis on a alors ceux qui sont ni expérimentés ni motivés. Alors là, on n'a pas de féminin pour ce mot, hein, comme quoi, vous voyez. Non, on appelle ça un gars à problème. Alors ça, voilà, ce sont des
catégories de collaborateurs. Et puis on a aussi des catégories de managers. Alors on a des styles de management. Alors vous connaissez les styles de management, je sais pas moi. C'est quoi votre style de management, vous? Directif. Évidemment, ça on connaît tous le style directif. On pourrait dire militaire. Non, moi au contraire, c'est tout dans le relationnel. Oui, d'accord, t'es un motivateur. Ouais, moi je me sens une âme de coach. Ok, t'es un entraîneur. Moi, mes gars, je leur fous une paix royale. Ok, t'es un manager par l'absence. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour être un bon manager, il y a 3 conditions indispensables. La première, c'est d'aimer les autres. Oui, vous m'avez bien entendu, d'aimer les autres. Alors, je ne vous demande pas d'être amoureux ou amoureuse, je ne vous demande pas de faire du harcèlement, nous sommes bien d'accord. Mais si vous n'aimez pas suffisamment votre prochain, si vous ne vous intéressez pas à ce qu'il fait, vous n'avez aucune chance de devenir un jour un bon manager. La deuxième condition, c'est qu'il faut adapter son style de management à l'autre. Il n'existe pas de manager directif, entraîneur, ce que vous voulez. Un bon manager, il adapte son style en fonction du profil des gens qu'il a à manager. C'est ça la clé du management. Alors, on peut vous faire un petit exercice maintenant. Vous avez eu le temps de réfléchir. Vous avez peut-être des réponses à me donner. Qui va où ici, là? Lorsque j'ai affaire à un chien fou, comment je dois me comporter? Eh bien, je vais choisir un style directif. Parce que le gars, c'est pas la peine de le motiver, il est surmotivé. Il faut juste bien cadrer son boulot. Lorsque j'ai affaire, à l'inverse, à un technicien, c'est pas la peine que je sois directif, c'est pas la peine de lui dire ce qu'il a à faire, il connaît mieux que moi. Donc je vais essayer d'être motivateur. Et lorsque j'ai affaire à une star, qu'est-ce que je fais? Je lui fous une paix royale. Et c'est là où je deviens un management par l'absence. À la rigueur, je vais lui faire le café le matin, lui porter des croissants, lui demander si je peux faire quelque chose pour lui rendre service. Point barre. Et puis évidemment, lorsqu'on veut être un coach, un entraîneur, on va plutôt réserver ça pour les nouveaux embauchés ou pour les gars à problème. Là, on a besoin d'un entraîneur, effectivement. C'est certainement là où la tâche de management est la plus difficile. Bon, désolé pour cette petite escapade en cours de management, mais il fallait quand même le faire. Alors, la troisième condition pour être un bon manager, il ne suffit pas d'aimer les autres, d'adapter son style de management, il faut aussi avoir suivi un cours de management avec Alain Bibi. Mais pour vous, c'est fait. Donc là-dessus, on est tranquille. Alors, le management dans l'administration, c'est 0 par 0. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème de culture et un problème de formation. Il y a tout, quoi. Il n'y a pas de manager dans l'administration. Moi, j'en connais pas. Il y en a sûrement, mais c'est une catastrophe de ce que moi, je connais de l'administration. Il n'y a pas de culture du management. Il n'y a pas de formation au management pour les gens. Il est temps de remédier à ça, les gars. Oh, le pire dans le management de l'administration, c'est qu'il y manque une composante essentielle, qui est la sanction. La sanction n'existe quasiment pas. Prenons l'exemple de l'éducation nationale. Les professeurs de collège ou de lycée sont managés uniquement par des inspecteurs. Ces inspecteurs viennent les voir une fois tous les 5 ans. Il semblerait même que dorénavant, on n'a plus que 3 rendez-vous de carrière dans sa carrière. Mais comment voulez-vous avec ça qu'on fasse du management et encore moins de la sanction? L'Académie de Grenoble, par exemple, elle compte 2,5 inspecteurs pour tous les professeurs des lycées et de collèges. Non mais c'est pas sérieux. Alors vous allez me dire, oui mais il y a les proviseurs, il y a les principaux. Non, eux n'ont aucun pouvoir sur les profs. Ils ont à peine du pouvoir d'ailleurs sur leurs propres agents dans les lycées et dans les collèges. La solution, elle est simple. Il faut donner le pouvoir aux chefs d'établissement. Il faut leur donner un pouvoir de management. Il faut leur donner un pouvoir de créativité pour libérer les énergies. Il faut libérer ces énergies qui sont majeures. En chaque professeur, il y a de la créativité, il faut la libérer. Pour ça, il faut décentraliser le pouvoir pédagogique. Il faut donner le pouvoir hiérarchique aux proviseurs sur les profs. Il faut donner la capacité aux lycées, aux collèges d'inventer eux-mêmes leurs programmes sur la base de
programme générique, évidemment en respectant un certain nombre de standards. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est pas juste, parce que suivant les régions, suivant les lycées, il va y avoir du clientélisme. Mais attendez, ça existe déjà, le clientélisme, le détournement de la carte scolaire, c'est les premiers, c'est les profs qui le font, alors arrêtez s'il vous plaît. Non, il y a un vrai enjeu, de toute façon on ne peut pas faire pire, puisqu'on doit être maintenant quasiment au dernier de l'OCDE sur notre capacité à bien éduquer nos enfants. Il faut effectivement absolument décentraliser, et il faut aussi, en même temps qu'on va donner ce pouvoir hiérarchique aux proviseurs, il faut aussi leur redonner un pouvoir de sanction. Et c'est là où on va pouvoir fusionner avec ma requalification transversale. C'est-à-dire que quelqu'un qui en a marre d'être prof et qui fait mal son boulot, eh bien on va le réorienter vers une autre filière de l'administration, parce que peut-être qu'il s'éclatera dans un autre poste totalement différent. Il faut aussi donner du pouvoir de recrutement aux proviseurs, y compris en mélangeant avec les filières du privé. Enfin bref, bon. Bref, il y a plein de choses à faire. Ça passe par la décentralisation. Donc je pense que dans l'éducation nationale, il faut vraiment être girondin. Mais je pense que ce côté girondin, on peut le faire quasiment dans tous les secteurs de l'administration, à part les secteurs vraiment purement régaliens, la police, la gendarmerie, l'armée. Bon, là, je ne suis pas d'ailleurs suffisamment compétent pour juger là-dessus, mais je peux comprendre que le principe des silos reste quand même un principe plutôt bon. Mais dans tous les autres secteurs de l'administration, il faut absolument décloisonner. En décloisonnant et en décentralisant l'administration, on va libérer les énergies, mais grave. Et on aura des fonctionnaires qui vont devenir au service des citoyens, au service de leurs clients, osons le mot. Alors en conclusion, la question n'est pas de savoir si on a trop ou pas assez de fonctionnaires. La question c'est d'abord effectuons un recentrage sur les attentes et les besoins du citoyen. Puis supprimons les doublons. Puis supprimons les silos en créant effectivement des fonctionnaires transverses que l'on peut faire bouger d'une administration à l'autre facilement. Et enfin, entreprenons la révolution du management par la décentralisation. Et là, il sera temps de constater si le nombre de fonctionnaires est OK, s'il y en a trop, s'il n'y en a pas assez, on verra à ce moment-là. Et je voudrais finir avec un petit conseil pour les énarques de la haute administration, que, il est vrai, je ne porte pas forcément très très haut, toujours dans mon estime. Lâchez un peu la grappe aux hôpitaux, occupez-vous des autres administrations, mais surtout, avant, prenez des vrais cours de management. Allez, à la santé de nos fonctionnaires qui le méritent bien.